Nous recevons maintenant une femme politique parmi les plus populaires de France. Les sondages le disent, plusieurs enquêtes de sympathie des ministres. Elle est en première ligne ce lundi. La vie culturelle qui reprend, le vaccin pour tous dès aujourd'hui. Emmanuel Macron vient de se faire vacciner. Les soirées qui vont s'allonger au cinéma, au théâtre, sur les terrasses. Le couvre-feu repoussé à 23h. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Darius Rochebin. D'abord, vous avez un masque. Le hasard fait que j'ai le même que vous. Voilà, gris. C'est le masque du Clem. On peut l'enlever maintenant. Mais c'est un masque français, bien sûr. Hein. Oui, fabrication française. Vous qui avez été la ministre des masques, il n'y en a pas eu tellement que ça en Europe. Oui. C'est pas indifférent. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire que c'est formidable ce qui est en train de se passer, cette renaissance, cette jubilation que je rencontre quand je vais à la rencontre des Français dans leur lieu de culture, dans leur lieu de convivialité. Mais il faut garder ces mesures de protection. Pas des mesures barrières, hein, ça sépare les gens des uns des autres, les mesures de protection. Et ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez extraordinaire dans le concert test de samedi avec le groupe Indochine, c'est que ces jeunes, ces 5000 jeunes, on dit souvent, on parle les jeunes n'ont pas le sens de responsabilité. Ils avaient tous leur masque. Ils l'ont tenu vraiment. Et ils l'ont tenu vraiment. Et ils avaient, au-delà de la joie de participer à ce concert tous ensemble, ils avaient un sens profond de leur responsabilité. Ils savaient que ça allait servir pour permettre à cette vie culturelle auquel ils sont tellement attachés, ils et elles sont tellement attachés, ça allait permettre ainsi d'être pris, de continuer. Roselyne Bachelot, joie et prudence, on va parler des deux. Il y a ce chiffre évidemment qui est porteur d'espoir. On est passé en dessous des 3000 Covid en réanimation. Il y a les terrasses. Ce petit sentiment de bonheur, on en parlait tout à l'heure avec les éditorialistes. Évidemment, vous le ressentez au premier chef. Je le ressens au premier chef parce que c'est vrai que le monde de la culture a été un des plus touchés par la crise covidaire et que il faut bien comprendre que dans la culture, il y a une trépidation, il y a une communication. Bien sûr, il y a d'autres secteurs économiques qui sont touchés, mais cette communication avec le public, un jour, il y a un artiste, je le rapportais dans un journal, je lui rappelais le montant extraordinaire et absolument inédit que la France a consacré à ses artistes. Nulle part dans le monde, on en est à 12 milliards d'aides directes au secteur de la culture. Vous avez dit, vous auriez fait beaucoup de pyramides du Louvre avec ça, si vous aviez eu tout cet argent. Voilà, et surtout, ce jeune artiste m'a dit, oui, mais vous ne m'avez pas donné d'applaudissements. Ouais. Et c'est pas quelque chose de médiocre ce qu'il dit. C'est pas une satisfaction narcissique. C'est de dire le public m'a écouté, m'a compris, j'ai communiqué avec lui. La joie et la prudence, le Covid, vous l'avez eu, tout le monde évidemment le sait. C'est pas indifférent. On entend votre souffle encore. Et souffle, hein, je vais récupérer ma capacité respiratoire. Mais ceux qui ont eu cette sacrée maladie, ce coronavirus, savent qu'il faut à peu près 6 mois de convalescence. Donc, chaque jour qui passe, c'est un combat gagné. Alors, pour vous, ça a été un test, ce concert d'Indochine, test personnel même. Alors, c'est le Parisien qui a titré un peu là-dessus. Test de popularité, on vous a applaudi. On va écouter une petite séquence. Roselyne, je t'aime. Il y a Roselyne Bachelot. Roselyne, je t'aime. Roselyne, je t'aime. Mais oui, sans doute que... Vous pouvez en faire la sonnerie de téléphone portable. Oui, c'est une idée. Je vais garder sans doute un peu de musique classique pour la sonnerie du téléphone portable. Non, mais c'est vrai que cette communication, elle est extrêmement importante. Parce que ce concert, il est évidemment très important pour en tirer les leçons. Mais aussi... les images ont été vues par des millions de Français qui ne savaient peut-être pas, parce qu'ils ne vont pas dans un concert de musique debout. Et ils ont vu pourquoi ça posait des difficultés de sécurité sanitaire. Quand est-ce qu'on aura, les premiers indices réels sur l'efficacité sanitaire ? Alors, on a vu qu'il fallait 3 tests. Pratiqués 72 heures avant le concert, pendant le concert et 7 jours après le concert. Donc il y a
15 000 tests à faire sur les personnes qui ont assisté au concert. À l'hôpital Brousset, ces tests vont être faits. On les aura vers le 15 juin. Il faut ensuite analyser, enfin vers le 15 juin. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est réussi. On ne sait pas. Ouais. D'abord, il faudra voir si les tests sont bien retournés, parce qu'il y a un autotest. Les tests sont faits par la personne elle-même et renvoyés. Et puis, on analysera, on tirera les conclusions. On aura les conclusions début juillet. Aujourd'hui, on parlait de votre popularité. Alors, c'est pas seulement la plaisanterie, c'est scientifiquement vérifié, si j'ose dire. Ce sont tous ces sondages, les uns après les autres, qui montrent qu'au gouvernement, vous êtes parmi les plus appréciés. On va voir un de ces sondages. Voilà, je crois que c'était au Doxa. Alors, vous êtes très loin devant en termes de soutien, sympathie, mais aussi peu de rejet. Je crois que vous faites seulement 22% de rejet, là où beaucoup d'autres font beaucoup plus que cela. Alors, évidemment, ça fait plaisir. En déplacement à Clermont-Ferrand, je crois que vous étiez la seule ministre qui n'ait pas été sifflée. Vous savez, c'est un constat qu'ont fait les ministres de la Culture, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions et souvent on rentre dans certains festivals sous des sifflets. Les ministres l'acceptent volontiers. J'ai eu la chance jusque-là, mais vous allez me porter la poisse, Darius Rocheba. Non, mais... Je crois aussi que ce qui me sert, c'est que les gens ont compris que je ne faisais pas une carrière politique dans cette mission que je remplis. Alors vous en avez fait une très longue jusqu'à présent. Voilà, mais tout ça est derrière moi. Ouais. Donc les gens ont moins de réticence à m'exprimer leur sympathie. Il en est d'ailleurs de même à l'Assemblée nationale ou au Sénat lors des débats qui se passent dans une atmosphère très apaisée. Vous savez, moi, ce qui me frappe et qui me chagrine, c'est la violence des attaques personnelles qui sont maintenant le lot des personnalités politiques. Alors, Roselyne Bachelot, il y en a, y compris contre vous, parce qu'il y a quand même un secteur de l'opinion qui ne vous aime pas du tout. Alors, ce sont les anti-vaccins. Ils ont une fixette sur certains cas. Olivier Véran. Cette haine m'honore. Ouais. Ils vous énervent, les anti-vaccins ? Les théories complotistes qui jouent contre la santé des Français sont parfaitement inadmissibles. Je les ai déjà rencontrées à un autre moment de ma carrière, mais avec le développement des réseaux sociaux, ces anti-vaccins, ces théories complotistes... Un Jean-Marie Bigard, même si on peut dire peut-être que certains disent on lui donne trop la parole, oui ou non, en tout cas, qu'est-ce qu'il incarne d'après vous ? Jean-Marie Bigard me fait rire, mais je ne le prends pas comme référence scientifique. Ouais. Qu'est-ce qu'il incarne ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il incarne ? Je pense qu'il faut, vers ces questions difficiles, accepter des paroles documentées, argumentées, exprimées par des personnes qui ont des références scientifiques. Je ne sais pas, vous ne diriez pas d'être opéré si vous aviez, Dieu vous en garde, une grave opération à subir par quelqu'un qui s'exprime simplement à la télévision. Comment est-ce que vous comprenez dans cette marge de l'opinion, alors plus ou moins faible, ça chacun peut en juger, mais enfin, cette rage, cette colère qui existe? Il y a de toute façon dans notre société un mouvement puissant qui met en cause tous les représentants de l'autorité. Les politiques, les journalistes, les professeurs. Il y a un doute parce que les gens sont en crainte, en peur. Ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont le sentiment qu'on mène un complot contre eux. Et puis que finalement, on le dit, il faut 5 minutes pour accepter une fausse nouvelle et il faut plusieurs heures pour la démonter. Emmanuel Macron s'est fait vacciner aujourd'hui. C'est le tweet de tout à l'heure, 2 tweets même. Le premier, vacciné, point d'exclamation, puis ce retweet. Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur santé.fr. Pas d'image, apparemment. Oui, moi non plus. Je me suis fait vacciner lors de l'épidémie, en public, lors de l'épidémie de grippe A-H1N1. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Olivier Véran s'était fait vacciner. Tout le monde a ça dans l'œil. Oui, mais c'est normal qu'un ministre de la Santé se fasse vacciner en public. Je ne suis plus ministre de la Santé. Et puis, je suis une vieille dame, Darius Rocheba, donc j'ai le droit de ne pas me faire vacciner vous voir en public. Vacciner et le président vacciné. C'est vrai que ça aurait valeur d'exemple, non ? Oh, maintenant... Ouais. C'est gagné. En début de crise sanitaire, au moment où les vaccins arrivent, où il y a des doutes. Mais maintenant, la bataille de la communication, elle a été gagnée. On a vu les résultats. Parce que
qu'est-ce qui permet cette reprise de la vie sociale, de la vie artistique? C'est aussi qu'il y a des dizaines de millions de Français qui sont vaccinés, qui sont protégés. Si nous n'avions pas réussi cette campagne de vaccination, on n'aurait pas pu libérer les choses. Il y a une part tout de même de Paris. Prenons les prochains épisodes. La fête de la musique, ce sera le 21 juin. C'est d'habitude une énorme fiesta. Tout le monde dans la rue, tout le monde s'embrasse, boit, projette. On sait très bien que, comme vous dites, les gestes, ce n'est pas les gestes barrières, les gestes de protection. Voilà, les gestes de protection. C'est une grande illusion, non? Oh non, non, non. Enfin, moi, on en a beaucoup discuté avec le ministre de l'Intérieur, bien sûr, le Premier ministre, de la tenue ou non de la fête de la musique. Il y avait certains qui nous indiquaient qu'il fallait repousser la fête de la musique au 21 septembre Et l'aura pour des lieu. raisons de sécurité. Telle qu'elle. On a regardé cela et le Premier ministre a tranché. La fête de la musique aura lieu. De toute façon, la fête de la musique aurait eu lieu. Et cette façon d'avoir gardé cette fête mythique, merci à Jacques Lang qui l'a faite, et je fais un petit coucou, permet effectivement de gérer les choses, d'expliquer les mesures de protection. Et moi, je vais redire une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est fête de la musique, c'est aussi FAITES, c'est-à-dire non seulement l'écouter, mais la jouer. Les choses s'accélèrent. Le pass sanitaire qui est validé aujourd'hui même par le Conseil constitutionnel. Le pass culture, ce seront 300 € que les jeunes à 18 ans pourront dépenser. Comment ça se passe exactement? Alors, on s'inscrit, on s'inscrit sur le site du Pass Culture. C'est extrêmement facile. On le géolocalise pour avoir les offres culturelles. Vous pouvez faire la connexion avec le Pass Culture parce que ça va vous donner des tas d'infos. On ne va pas vous donner 300 €. J'ai l'impression que vous êtes entre 18 et maintenant. C'est un peu tard. Mais vous aurez des informations très précises et au fur et à mesure que vous consommerez des tickets de théâtre, des livres. Attention, seulement sur les 300 €, 100 € pour le numérique. Et puis, à partir du 1er janvier prochain, ce sera ouvert selon des modalités précises à partir de la 4e. Roselyne Bachelot, ce moment heureux dans la vie politique, il n'y en a pas tellement que ça. Vous avez vécu pas mal de coups durs. C'est un des moments les plus heureux que vous vivez là? Oui, c'est un moment heureux parce que le monde de la culture a tellement souffert. Vous savez, Darius Rochebain, si ça c'est possible, c'est aussi qu'on a travaillé comme des bêtes au ministère de la Culture, à préparer les scénarios, à regarder les variants arriver, en se disant ce qu'on est en train d'imaginer, de bâtir avec les acteurs de la culture, les syndicats professionnels, les artistes, les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont été précises. On a donné 12 milliards, mais les collectivités territoriales ont toujours été là, à nos côtés, pour aider les artistes et les structures. On a bossé en se disant, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va bâtir cette société résiliente? Et je crois que là aussi, ça a été une des conditions que nous avons réalisées pour que ce soit possible. Alors, c'est de voir que ce travail incroyable qui a été fait par toutes ces équipes se voit réussir aujourd'hui, oui, c'est un grand bonheur. Ministre de la Culture, vous en rêviez. Aujourd'hui, le bureau de Malraux. Vous avez le bureau physique de François Mitterrand. Oui. J'ai voulu ce bureau parce qu'il est fait par un... C'est le bureau de Paulin, un peu bleu. Il y a des grands, des bureaux de ministres qui sont traditionnels, Louis XV, Louis VII. Mais Pierre Paulin est un immense designer français, un peu abandonné après qu'il ait été révélé surtout par Pompidou. Et ce bureau est absolument magnifique. Il y a non seulement le bureau, mais il y a les fauteuils, il y a la bibliothèque qui est derrière. Mélange des époques, mélange des genres. Alors c'est ce que fait aussi aujourd'hui, c'est ce que faisait Mitterrand, ce que fait aujourd'hui le président de la République. McFly et Carlito, ça continue à faire parler. Les vues, on est à combien de vues, je crois, maintenant? Oui, on a plus de 10 millions. Bon. Et est-ce que c'était bien? On a beaucoup entendu la fameuse roulade. Il y a la fameuse formule, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle et la roulade sur la pelouse? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Chacun joue dans son secteur de communication. Je ne pense pas que le général de Gaulle aurait fait des roulades. Mais vous savez, d'abord, cette réflexion, je la trouve, stupide. On est dans une autre époque. On dit aux politiques, vous ne communiquez pas avec la jeunesse, vous êtes coupés de la jeunesse. Ce sont deux, je ne veux pas dire la réclame
du site sur lequel ils sont. Ah. Mais ils sont extrêmement populaires parmi les jeunes. Moi, j'ai regardé cela, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça sympathique, décontracté. J'ai trouvé que le président Macron était parfaitement à son aise dans un exercice qui était compliqué. Il n'a jamais perdu de sa dignité, il a gardé son sens de l'humour. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce qu'il y a un peu d'attrape-tout? C'est de bonne guerre, c'est la politique, mais enfin, de Ricoeur à McFly et Carlito, vous, c'est de quoi, Verdi à Youssoupha, vous Oui. prenez tout. Non, mais il faut tout prendre. Moi, je déteste être enfermé dans une Ouais. case. C'est Sainte Quand on Thérèse, me hein, je dit, choisis tout. Voilà, quand on me dit que j'aime PNL, on me dit comment? Est-ce que toi qui aimes Parsifal, tu peux aimer PNL? Bah, je dis oui. On peut lire, on peut avoir du plaisir à lire une BD. J'ai 1500 BD chez moi et en même temps aimer lire Victor Hugo. Youssoupha, vous aimez vraiment Youssoupha? Vous écoutez du Ah oui, Youssoupha? oui, 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 bien sûr. Et j'écoute d'autres rappeurs. J'écoute même des rappeurs comme NTM. Ah. Oui. Vous venez d'une droite gaulliste très traditionnelle. Et comment est-ce qu'on arrive à ça, à écouter Youssoupha en partant de là? Je crois que le gaullisme, c'est avant tout un esprit d'ouverture. C'est le refus des chapelles. C'est le refus des positions préparées à l'avance. Quand le général de Gaulle part à Londres, c'est un pari extraordinaire. Il sort de sa zone de confort. Oui, il y a un côté Il abandonne anti-bourgeois, tout. anticonformiste, oui. Voilà, il y a un anticonformisme chez les gaullistes qui sont vraiment, cet anticonformisme, c'est l'ADN du gaullisme. Oui, on a le droit d'aimer d'autres choses que ceux que vos parents, que les autres choses que vos parents ont aimées. Moi, j'ai envie de tout goûter. Peut-être parce que je suis une gourmande, finalement. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le gaullisme de l'autorité, de l'ordre. Ce gaullisme-là, est-ce que vous entendez de la droite, une partie de la droite qui dit, aujourd'hui, c'est davantage le Rassemblement national qui l'incarne que les autres? D'abord, je veux redire, j'écoutais Renaud Pilat qui était sur votre plateau il y a quelques instants, et je partage complètement ce qu'il dit. C'est une petite minorité de gens à l'intérieur de mon ancienne famille politique. Donc, je sais une chose, c'est que dans les grands élus, et même les élus de petites collectivités territoriales, ces positions-là ne sont absolument pas adoptées. Vous êtes, Le pardon, vous rassemblement êtes très attaché au mot, ça me frappait tout à l'heure, barrière ou pas, etc. Ce qu'a dit Guillaume Pelletier, à savoir que ses idées sont proches de celles d'un Ménard. D'après vous, c'est une erreur, c'est une faute? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est une rupture. C'est une rupture avec ce qui fait la philosophie de ce qui a été ma famille politique. Le Rassemblement national, ex-Front national, a toujours voulu la mort de la famille gaulliste. Et participer à cet assassinat, à ce meurtre politique que veut exercer Marine Le Pen, c'est de ce fait s'extraire de cette famille politique, oui. Vous savez, je n'oublie rien. Je demande à ceux qui pensent que c'est possible de relire le discours de Rennes qu'a prononcé Jacques Chirac entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Là, ils verront ce qu'est le fondement de ce qu'est la famille gaulliste, de ce qui nous réunit. Ça veut dire, pardon, de votre point de vue, si vous étiez encore, c'est votre famille d'origine quand même, M. Pelletier devrait la quitter? Oh, je ne donne pas de leçons. Je me suis extraite je n'ai pas d'engagement politique. J'ai décidé de ne pas adhérer aux Républicains quand ça a été créé. Et puis, véritablement, j'ai passé ce temps. Est-ce que vous entendez, je reviens à ma question de tout à l'heure, ceux à droite qui disent, quand on lit ce que le général de Gaulle disait sur l'immigration, par exemple, ses confidences à Perfit, c'est plus proche du Rassemblement national d'aujourd'hui? Non, mais attendez. On est en train de remettre dans des contextes d'aujourd'hui des phrases qui ont été prononcées il y a 60 ou 70 ans. Ça n'a plus aucun sens. Les gens du Rassemblement national vous diront que l'immigration est devenue et restée un problème encore plus grand. Le Rassemblement national a toujours combattu le général de Gaulle, toujours. Et véritablement, de l'instrumentaliser est absolument insupportable. Madame Le Pen peut gagner en 2022? C'est les Français qui décideront. En tout cas, je pense que ce serait un malheur pour la France. En quel sens?
parce que les idées humanistes qui fondent le ciment de l'unité nationale, elles ne les représentent pas. Et puis je pense en plus que véritablement, on ne sait pas ce qu'elle propose à la France. Roselyne Bachelot, votre famille, vos origines, votre compte Instagram, c'est très intéressant à suivre. Alors, il y a la mémoire de votre père qui était un résistant, de votre grand-père qui a fait la guerre. Vous avez connu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Grand-père Narquin. Il est beau, hein, mon grand-père. Qu'est-ce qui vous enseignait, le grand-père Narquin? Il m'enseignait le fait, j'ai découvert très tard qu'il avait été 3 fois gravement blessé dans des batailles importantes de la guerre de 14, et il n'en parlait jamais. Ah. La seule chose que me racontait mon père, c'est que quand la guerre a été déclarée en 40, il a dit tout ça, les petits jeunes, quand les tranchées vont être creusées, ils sauront pas se battre. Et la seule chose qu'il me disait, c'est qu'il avait eu affreusement froid aux pieds et il est parti à Nevers s'acheter une paire de bonnes chaussures en disant quand je serai dans ma tranchée, au moins j'aurai pas froid aux pieds. Mais il le prenait avec beaucoup d'humour et on voit ses beaux yeux bleus et cette espèce de... Il était grenadier et c'était lui qui lançait sa grenade le plus loin. Il était le meilleur de son régiment. Vous avez vécu le Covid, le face-à-face avec la mort, vous en parlez de manière assez étonnante. Vous avez dit à un moment précis où vous êtes vu mourir. Oui. C'était quand? Écoutez, je préfère ne plus parler de ça. Ah. Moi, d'abord parce que chaque fois que on m'a demandé de le parler, j'ai pensé aux 110 000 Français qui sont morts, à tous ces gens qui ont souffert, les familles qui continuent à souffrir, les malades atteints du Covid long, les gens qui ont perdu un proche ou qui voient un proche qui est gravement diminué. Et je me dis, toute cette souffrance... Je préfère parler de cette souffrance-là plutôt que de la mienne. Alors, pas de macabre, d'accord, quittons la mort. Juste encore une chose, parce que ça m'a frappé, parce que quand vous êtes confié là, sur cette expérience-là, vous disiez chaque soir, vous pensez à ça, ce qui paraît étonnant quand on vous voit toujours si souriante, c'est vrai, chaque soir. Il faut l'apprivoiser. C'est pas triste de penser à la mort. Mais non, Darius Rochebin, c'est de s'y préparer. C'est au contraire de savourer chaque moment en se disant que c'est peut-être la dernière fois. Votre vie est faite de beaucoup de survie, survie politique, survie, voilà. Combien de fois ministre, combien de fois on vous a donné pour morte, combien de fois on vous a donné sortie de la politique, les humiliations des machistes, hein, la petite Narquin, elle n'a qu'à sourire, etc. Il y a une revanche? Je crois que c'est la dernière des réactions à avoir. Parce que je redis ce que je vous disais il y a un instant, ce sentiment, ça m'a frappé en revenant à l'Assemblée nationale, de cette violence, de cette agressivité, de cette incapacité à s'entendre. Mais justement, la revanche, j'ai survécu à ça. Lynn Renaud était notre invitée il y a quelques jours, elle faisait la liste de tous les chansonniers qui sont morts avant elle, hein, tous ceux qui se moquaient d'elle et qui sont morts. Elle disait un tel mort, truc mort, machin mort. Avec un certain plaisir. J'adore, il y a de ça. De toute façon. Mais il y a de ça chez vous, franchement. Tous ceux que vous avez enterrés politiquement, disons. Et vous êtes toujours là? Je veux absolument garder ma bienveillance. Et même si... Ça va être très vachard. J'ai fait la liste de vos vacheries, elle est très impressionnante. Je pense que la pire, c'est votre ex-mari, où vous dites que votre fourrure a plus duré que votre ex-mari. Ça, j'aime beaucoup ça. Et il y en a comme ça une très très grande liste. Hein. Oui, mais parce que mon père citait à mon propos la phrase fameuse de Jules Renard. Il me disait « Tu préférerais perdre un ami que de rater un bon mot ». Mais c'est pas méchant, je me rends compte. Si, c'est méchant parfois, je vous rassure, tout à fait. Oui. Non, mais vous aimez ça, la méchanceté. Vous avez un côté masochiste. Un peu, c'est vrai. Et ça servira à Emmanuel Macron aussi, la campagne qui s'ouvre. Il y a 2 grands auteurs de punchline, c'est vous et Éric Dupond-Moretti, vous serez les 2 snipers. C'est-à-dire que je pense qu'on partage avec Éric le même dégoût de ce qu'on appelle en politique, dans l'action gouvernementale, les EDL, les éléments de langage. On refuse absolument d'être formaté et on a notre manière de parler, alors qui peut parfois surprendre. Mais cette authenticité, je la partage avec Éric Dupond-Moretti, oui. Comment est-ce qu'il peut entrer en campagne? Ça va se passer là petit à petit. Hein. Il y aura le tour des régions d'Emmanuel Macron. C'est toujours un moment très difficile, même pour les présidents.
où apparemment ça va Écoutez, bien. moi, il y a une chose que je veux faire jusque-là. C'est que le monde de la culture, j'en reviens, pardon Darius Rochebain, c'est ça que j'ai en responsabilité. Ce monde de la culture, même si on est dans l'optimisme de la reprise, il va traverser de grandes difficultés. Il va avoir besoin d'être accompagné. Il y a des théâtres qui ne vont pas reprendre tout de suite. Il y a des festivals, parce que les grands groupes américains ont annulé leur participation, qui ne vont pas reprendre. Il y a des troupes, des gens qui ne retrouveront pas tout de suite leur métier. C'est ça que j'ai besoin d'accompagner. Je vais me concentrer là-dessus. Et puis, bien sûr, arrivera le moment de la campagne d'Emmanuel Macron. Mais ça, ce n'est pas mon sujet du jour. On peut pas... Vous vivez sur le rythme de la future campagne électorale, alors qu'il y a tellement de sujets qui se posent au pays. Alors, Non, Roselyne Bachelot. et au monde de la culture, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas venue là pour faire une carrière ni une campagne. Je suis venue là pour parler de culture, la défendre les gens qui sont là. Roselyne Bachelot, ce que nous avons tous vécu, on s'en souviendra, hein, ça aurait, comme pour d'autres générations, on a vécu la grippe espagnole, on n'arrive pas encore à mesurer à quel point nos vies ont été bouleversées. S'il fallait garder une image, ça fera 1 an et demi de changement inouï. Qu'est-ce que c'est pour vous? Une image de ce que... De cette crise du Covid qu'on a partagée. L'image, c'est évidemment la souffrance. Je ne peux pas employer, je ne peux pas avoir une autre image. Ce sont des larmes, ce sont des chagrins de ceux qui se sont vus arrêter et qui l'ont fait pourtant avec une totale dignité. C'est des gens qui ont répété pendant des semaines et à qui on dit ben non, vous jouerez pas. Et des gens qui ont pleuré dans mes bras. C'est ça que je garderai. Alors maintenant, bon, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'espérance, mais ça n'efface pas tout ce qui s'est passé. Merci Roselyne Bachelot et rendez-vous dans 10 jours, première soirée avec un couvre-feu à 23h. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition de 20h. Merci à Laurie Madil, Enora Lemerdi, Nicolas Conter, Clémence Monet-Frisch qui l'ont préparé avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. La soirée continue sur LCI. On reparle de la traque de la Dordogne et de l'action réussie par le GIGN. Rendez-vous dans quelques minutes avec Julien Arnaud. À demain. C'était votre